Aujourd'hui, nous sommes donc à Saint-Jouan de Sècherouve, donc du côté de Soligny-la-Trappe. Donc Soligny-la-Trappe, bien connu pour son abbaye, bien sûr. Et en fait, nous sommes venus ici pour découvrir une personne qui fabrique ses robes. Vous allez voir, une couturière de talent qui est basée à Mortagne-au-Perche et qui est exposée pendant la brocante de Saint-Ouen de Sècherouve, donc dans ce petit village. Voilà, on va vous faire découvrir tout ça. Vous allez voir, il y a vraiment des jolies choses. Allez-y. Alors, je suis couturière à Mortagne-au-Perche, donc dans l'allée des 15 fusillés. Je vis essentiellement des retouches des clients. Et ma grande passion, c'est le costume historique, donc avec une prédilection pour le Second Empire. J'ai commencé avec la comtesse de Ségur à Aube, puisque j'ai vécu 20 ans à Aube. Donc, en faisant des broderies par rapport aux gravures qu'il y a dans ces livres, et en commençant à faire les costumes pour le festival de Aube en 2003. Et après, je suis partie, j'ai changé de région, je suis partie à Mamers, dans la Sarthe. Et à Mamers, j'ai appris que Cadichon, dans les Mémoires d'un âne, a été acheté donc, sur le marché de Mamers. Donc j'ai retrouvé d'autres passionnés, on a refait un autre spectacle, d'où l'agrandissement des costumes. Et par la suite, nous avons créé une association de danse historique et nous dansons donc sur la musique Second Empire de 1850 à 1870, donc au bal de Napoléon III, la cour de Napoléon III. Et donc ici, vous voyez une journée des toilettes de la dame qu'elle pouvait mettre dans sa journée. Elle pouvait se changer entre 7 et 8 fois par jour. Donc là, ça représente la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur est en russe, donc j'avais fait un habit russe pour la représenter. Et ici, on débute donc la journée par mettre les sous-vêtements. Donc les sous-vêtements avec la culotte fendue. Voilà. La grande chemise qui cachait un petit peu. Le corset baleiné de 24 baleines en acier qui sert bien. Après, on mettait ce qu'on appelle une cage, donc la cage Empire. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Donc c'est une cage en acier qui fait 33 mètres d'acier, qui pèse 2,3 kg. Par-dessus cette cage, on met des jupons, donc un gros jupon épais et un jupon très fin. Et après, on s'habille. Donc le matin, il faut compter 3 heures pour mettre les sous-vêtements, les vêtements et la coiffure. Donc selon le moment de la journée, il y a différents costumes, toujours en 2 pièces. Parce que la dame ne pouvait pas recevoir, si elle recevait plusieurs personnes dans sa journée, elle ne pouvait pas recevoir les gens habillés de la même façon. Donc on gardait le bas, mais on changeait toujours le haut. Donc là, vous avez un costume de matinée, très simple. Là, ici, c'est un costume de voyage, parce que quand elle prenait la calèche, il fallait avoir le dos bien couvert. Donc voilà, avec une grande basque dans le bas de la veste pour vraiment avoir chaud au dos. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de catalogue de prêt-à-porter. Donc la mode illustrée démarre en 1860 et sinon avant ce catalogue-là, on présentait aux dames aristocrates, on présentait donc les costumes sur des mannequins d'atelier. Donc c'est à l'échelle 1/30e, comme ça les dames pouvaient choisir la toilette qu'elles voulaient faire fabriquer par leur couturière. Voilà un exemple, la petite et la grande. Alors bien sûr, à la cour de Napoléon, il y a des bals de tous les jours aux Tuileries. Donc il faut se mettre un costume spécial. Un costume, donc pour le bal, c'est toujours un corsage en pointe qui amincit la taille et toujours les épaules dégagées parce que l'impératrice Eugénie adorait ses épaules et on ne pouvait pas se présenter devant l'impératrice avec les épaules couvertes, quel que soit l'âge qu'on avait. Donc plus on est riche et plus il y a de fioritures sur la jupe. Plus il y a de dentelle, plus il y a de perles. Donc évidemment, ce n'est pas les dames qui font leur costume, hein, ce sont toujours des petites mains.
Celle-ci a représenté 500 heures de travail et elle fait 4,3 kg. Donc quand je la porte, je fais 8 kg de plus. Pour les hommes, donc pour le bal, les hommes sont habillés avec une queue de pie, c'est-à-dire que le bas de la veste descend jusqu'à la pliure du genou. Et elle a une forme de queue, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la queue de pie, puisque c'est blanc et noir. Donc les hommes ont toujours une chemise col cassé, un gilet blanc et un nœud papillon. Un nœud papillon qu'on forme. Alors, il pouvait aussi être dans les bals, être habillé en militaire, hein, comme Napoléon III. Donc il y avait beaucoup d'hommes en militaire. Voilà, encore une autre robe de bal. Donc tous ces costumes, ce sont des reproductions par rapport aux gravures que l'on trouve justement dans la mode illustrée, comme celle-ci. Donc ça représente un gros travail de recherche pour imaginer comment ça pouvait être fait. Et j'essaie toujours de refaire vraiment à l'identique, malgré les tissus qui ne sont plus tout à fait pareils, mais on essaye quand même de trouver de la moire, du taffetas, de la dentelle. Ça, on arrive encore à trouver ça. Donc toutes les coutures intérieures sont faites à la machine, mais tout le reste est fait à la main. Pour les robes de base, ce sont des œillets, ce ne sont pas des fermetures éclairs, parce que la fermeture éclair n'existait pas au Second Empire. Donc là, vous avez une robe pour les soirées privées, comme pour aller au théâtre, qui est différente de la robe de bal, parce que la taille est taillée droite. Voilà, la taille est droite, et l'encolure est carrée. Donc là, on ne voyait pas les épaules. Et s'il fallait aller au bal après, il fallait encore se changer. Après le Second Empire, la crinoline a duré 12 ans, donc en 1868, lors d'un bal, les crinolines étaient devenues tellement imposantes que tout le monde se marchait dessus. Les hommes marchaient beaucoup sur le derrière des jupes des femmes, donc un homme en a eu marre que sa femme se fasse piétiner, puisque c'est eux qui payaient les toilettes, hein. Donc a pris une embrasse de rideau, il a ramassé tout le derrière des jupes de sa dame, et puis il a tortillonné tout ça autour, ce qui a fait un gros bouchon comme ça, et quelqu'un s'est exclamé dans le bal, « Oh, le joli cul de Paris !» Et donc c'est comme ça que le faux cul est né. Donc le lendemain dans la presse on voyait ça, au bal des Tuileries, le cul de Paris est apparu, donc ça a mis 2 ans avant de vraiment que ça se construise vraiment en tournure. Ils ont vraiment hésité entre la crinoline, la crinolinette, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie le devant de la crinoline pour garder que le derrière. Donc ils ne pouvaient pas s'asseoir. Après ils vont finir par enlever le bas pour garder que le strapontin du haut avec des ressorts, et là on pouvait s'asseoir. Alors il y a aussi le pouf comme celle-ci. Donc là c'est un pouf, alors c'est pareil, on ne peut pas s'asseoir très confortablement sur une chaise, donc les dames s'asseyaient sur le côté, sur leurs cuisses, ce qui a donné beaucoup de problèmes de circulation. Et la tournure, c'est ce qui a cassé le plus le dos des dames, parce qu'il fallait vraiment qu'elles aient une silhouette en S, et donc on serrait tellement le corset que ça cassait les côtes des dames, et quand elles enlevaient le corset, ça faisait hémorragie, et souvent elles mouraient, hein. Il n'y avait pas d'autres... Des fois c'était leur seule et unique balle. Hein. Donc là on s'arrête, la tournure dure 20 ans jusqu'en 1890. Après, entre 90 et 92, on commence à enlever tout ça, à remettre des choses un peu plus près du corps. Nous recherchons toujours des gens qui veulent intégrer l'association pour apprendre à danser, et nous faisons vraiment que de l'historique. C'est-à-dire qu'on apprend avec des maîtres à danser sur Paris, et après on retransmet aux adhérents qui viennent nous rejoindre. Donc pour plus de renseignements, retrouvez-moi à ma boutique l'atelier de couture à Mortagne, dans la rue des 15 Fusillés, au numéro 23.